Paris, gare de Lyon. Ce temple de marbre gigantesque où bat le cœur de la France, où chaque jour se croisent et se séparent des milliers de vies. Il était 9h15 du matin. La lumière du soleil qui filtrait à travers les vitraux illuminait les grains de poussière sur les quais, tandis que je ne cherchais qu'à trouver la paix. Juste quelques heures de silence. Je portais un tailleur gris tout simple, qui faisait penser à ceux qui me voyaient à une professeure de littérature à la retraite. Ou peut-être à une grand-mère fatiguée. Autour du cou, j'avais enroulé une écharpe en soie pour me protéger des vents de Marseille. Personne ne me regardait deux fois. C'était d'ailleurs ce que je voulais. Je voulais simplement être Mylène, laisser de côté le poids des étoiles que je portais sur mes épaules depuis des années, la responsabilité de faire que m'imposait cet uniforme. Juste Mylène. Je pliai le journal Le Monde, que je tenais à la main et me dirigeai vers le wagon de première classe du TGV Inouï 6613 à destination de Marseille. Voiture numéro 12. Siège numéro 42. Côté fenêtre. Ce siège n'était pas seulement un endroit où m'asseoir. C'était mon billet de sortie, loin des interminables réunions de l'OTAN qui duraient depuis des semaines. Loin des salles de stratégie étouffantes de l'état-major. En entrant dans le wagon, j'ai été accueilli par cette odeur familière, mélange de lavande et de cuir. Je me suis assis à ma place. J'ai posé ma tête contre l'appui-tête moelleux et j'ai fermé les yeux. La légère vibration du train, le murmure prometteur des rails. Enfin, me suis-je dit. Enfin, je suis seul. Mais la tranquillité était malheureusement un luxe coûteux à Paris, et pour ceux qui n'étaient pas prêts à en payer le prix, elle était de courte durée. À peine 2 minutes après avoir fermé les yeux, une tempête s'est abattue dans le couloir. Mais ce n'était pas un phénomène naturel. C'était la turbulence créée par un homme à l'ego démesuré, enfermé dans un costume italien hors de prix. Il était au téléphone. Non, il ne parlait pas, il annonçait sa fortune à tout le wagon. Non, Jacques. Je t'ai dit de ne pas vendre ses actions. Moins de 12 millions d'euros, c'est une insulte pour moi, tu comprends? Une insulte. Si ces imbéciles s'obstinent à ne pas baisser leur prix, j'achèterai la société et je les licencierai tout. Oui, tout. Attends, je vais prendre ma place. Sa voix déchirait le silence et la tranquillité élitiste du wagon comme un couteau. J'ai ouvert les yeux. L'homme se tenait juste au-dessus de moi. Il tenait dans sa main un téléphone dernier cri, portait au poignet une montre Patek Philippe d'une valeur inestimable et arborait sur son visage l'expression arrogante des gens qui ont hérité du monde. Sans décrocher le téléphone de son oreille, il m'a regardé. Non, il ne m'a pas regardé. Il a regardé au-dessus de moi, comme si je n'étais pas là, et a regardé le siège. Puis, du revers de la main, il a fait un geste comme pour chasser une mouche. « Excusez-moi, madame », dit-il d'une voix glaciale, mais loin d'être poli. « Je pense que vous êtes assise au mauvais endroit. C'est ici que se tiendra ma réunion. » Je n'étais pas surprise. J'avais vu ce regard toute ma vie. Quand je n'avais pas mon grade, mes épaulettes. Quand j'étais juste une femme, juste une civile d'âge moyen. Les hommes me regardaient avec ce regard de possession. J'ai calmement sorti mon billet. « Je ne pense pas, monsieur. » ai-je dit sans élever la voix. Wagon 12, siège 42. Réservé. L'homme a ri. Un rire métallique et agaçant. Il a dit à Jacques au téléphone « Attends, il y a un petit problème ici. » Puis il a raccroché. Puis il s'est penché vers moi de toute sa masse imposante. Son parfum coûteux ne suffisait pas à masquer l'odeur de transpiration. « Écoutez, madame, » dit-il, comme s'il expliquait les réalités de la vie à un enfant de 5 ans. « Je m'appelle Henri de Valois. Je possède des parts dans ce train, dans cette ligne et probablement dans l'usine qui a fabriqué ce wagon. Je dois participer à une vidéoconférence très importante jusqu'à Marseille et j'ai besoin de cette table, de cet espace. Vous voyez ces petits sièges qui s'ouvrent dans le couloir, à côté des bagages. Ils vous conviendront mieux. La vue est la même, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, à ce moment précis, vous vous attendez à ce que quelque chose se brise en moi, n'est-ce pas? Que je sois triste, honteux, peut-être même paniqué. Avez-vous déjà rencontré, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, quelqu'un qui vous traitait comme un insecte simplement parce que son portefeuille était plus garni que le vôtre, simplement parce que son costume était plus cher, une de ces personnes arrogantes qui vous considèrent comme insignifiant, qui envahissent votre espace et pensent avoir le droit de le faire? Si votre réponse est oui, aimez cette vidéo, car ce que je vais vous raconter dans un instant sera non seulement ma vengeance, mais aussi la vôtre. Cette histoire est pour ceux qui ont ravalé leur colère à ce moment-là, mais qui n'ont jamais oublié. Je l'ai regardé, dans les yeux. Ce que j'y ai vu, c'était de la pure arrogance. Et l'arrogance est la plus grande faiblesse dans mon métier. Les personnes arrogantes sont négligentes. Les personnes arrogantes font des erreurs. Et moi, je ne pardonne pas les erreurs. J'étais sur le point d'ouvrir la bouche pour lui répondre dans un langage qu'il comprendrait. C'est-à-dire le langage de l'autorité. Lorsque la porte du wagon s'est ouverte et que le contrôleur est entré. Un jeune homme en uniforme, en sueur,
tenant fermement sa tablette. Y a-t-il un problème? Demanda le contrôleur d'une voix tendue. Henri de Valois s'est détendu comme si son serviteur venait d'arriver. Ah oui, monsieur l'agent, cette dame occupe ma place. Je lui ai expliqué la situation, mais elle a du mal à comprendre. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Dois-je vous rappeler le dîner que j'ai partagé la semaine dernière avec le président du conseil d'administration de la SNCF? C'était un bluff bon marché. Ou peut-être était-ce vrai, peu m'importait. Mais j'observais le changement de couleur sur le visage du contrôleur. Les yeux du jeune homme se posèrent sur la montre de luxe d'Henri, puis sur son attitude assurée. Il me regarda ensuite. Mes vêtements simples, mon visage fatigué, le journal froissé que je tenais à la main. Il avait pris sa décision. Il allait se ranger du côté du plus fort. Le conducteur s'est éclairci la gorge et a détourné le regard. Madame, a-t-il dit d'une voix tremblante, monsieur a. Une réunion urgente. Il y a peut-être une erreur dans le système. La première classe est pleine, mais. Le siège rabattable dans le couloir est libre. Je vous en prie. Je vous en prie, dis-je. Ma voix était si calme que j'en fus moi-même surprise. Ce calme était l'œil du cyclone. J'ai un billet, monsieur l'agent. Un siège réservé que j'ai payé. Henri s'est interposé, a mis la main dans sa poche et en a sorti un billet de 50 € froissé. Il a jeté l'argent sur la table, entre mon journal et mon café. Tenez, dit-il en souriant. Cela couvre le prix de votre billet et le café bon marché que vous avez bu. Vous pourrez même vous acheter un bon sandwich à Marseille. Maintenant, s'il vous plaît. Ma réunion commence. Je regardai l'argent. Puis le conducteur. Le conducteur baissa la tête. S'il vous plaît, madame, ne faites pas d'histoire. Murmura-t-il. Nous ne voulons pas avoir à appeler la police. La police? Un sourire imperceptible se dessina sur mes lèvres. Ce sourire n'était pas chaleureux. C'était le mouvement involontaire des muscles d'un requin qui aperçoit sa proie. Appeler la police. Répétai-je dans ma tête. Ah, si seulement. Je me levai lentement. Je pris mon sac. Je ne touchai même pas aux 50 € qui se trouvaient sur la table. Ce bout de papier n'était qu'un élément parmi d'autres qui mènerait à sa perte. Très bien, dis-je, puisque vous insistez tant, puisque c'est ainsi que fonctionne l'ordre. Je suis sorti dans le couloir. Ce couloir étroit et inconfortable où les gens vous bousculent en passant. Henri s'est affalé sur mon siège, comme un commandant victorieux, sur ce siège encore chaud de ma présence. Il a enlevé sa veste, allumé son ordinateur et commandé un café au conducteur. Je me suis assise sur ce siège dur et pliant dans le couloir. Le train avait commencé à rouler. Alors que les banlieues grises de Paris défilaient, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je n'y ai pas vu une femme triste. J'y ai vu l'amiral Mylène Farmé, la plus haute responsable du Conseil national de sécurité de France, qui commande des navires de guerre et est responsable de la vie de milliers de soldats. Et l'amiral Farmé était sur le point de déclarer la guerre. Je sortis de ma poche non pas mon téléphone personnel, mais mon téléphone satellite crypté, réservé aux hauts gradés de l'armée. Cet appareil noir, lourd, sans aucune marque. J'ai allumé l'écran. Henri avait commencé sa réunion en criant à l'intérieur. « Ce wagon est désormais mon bureau », disait-il. « Tu as raison, Henri. » Ai-je murmuré en appuyant sur les touches du téléphone. « Ce wagon n'est plus ton bureau. Ce wagon est désormais mon champ de bataille. » J'ai composé le numéro. Un seul numéro. La ligne spéciale directement reliée au centre de crise du ministère de l'Intérieur et au commandement central de la police militaire. Lorsque la voix à l'autre bout du fil a dit amiral, le faux ton de professeur à la retraite avait complètement disparu de ma voix. Il ne restait plus que de l'acier pur. Code rouge, dis-je. Train TGV 6613. Il y a une menace pour la sécurité nationale dans le wagon 12. Je veux une équipe d'intervention pleinement habilitée à la gare de Lyon. Et aussi, le train prenait de la vitesse. Mais le temps pressait pour Henri de Valois. Il allait être un peu en retard à sa réunion. Peut-être une dizaine d'années. Assis dans ce siège inconfortable à dossier rabattable dans le couloir, ma perception du temps avait changé. Pour les civils, le temps est le mouvement de l'aiguille des heures. Pour nous, militaires, le temps est le laps de temps qui s'écoule jusqu'à la prochaine erreur de l'ennemi. Et Henri de Valois était très généreux en matière d'erreur. Sa voix venait de derrière la porte vitrée givrée du wagon. Il ne criait plus, mais son ton assuré et autoritaire était toujours aussi clair. J'ai légèrement approché mon oreille de la vitre. En même temps, je suivais le flux de données provenant de mon ancien assistant au service de renseignement militaire DRM, le colonel Reynaud, sur mon téléphone crypté. Le dossier d'Henri commença à défiler sur l'écran. Et quel dossier? Paradis fiscaux, société écran, marché public suspect dans le secteur de la défense. Murmurai-je en regardant l'écran. Henri n'était pas seulement un riche grossier, il incarnait le système corrompu que j'essayais de nettoyer depuis des années. Une voix retentit à l'intérieur. « Jack, écoute-moi bien.
Nous ne laisserons pas le marché du port de Marseille à ces Italiens. 10 à notre ami. Au ministère de modifier les spécifications techniques si nécessaire. A-t-il reçu le cadeau que je lui ai envoyé? Ah, parfait. Ce paquet est suffisamment lourd pour lui suffire jusqu'à sa retraite, tu comprends? J'ai plissé les yeux. De la corruption. Et qui plus est, envers un fonctionnaire. Et il parlait de cela dans un train public, dans un wagon qu'il prétendait lui appartenir, d'une voix que les gens qu'il considérait comme des insectes pouvaient entendre. C'était ça, l'arrogance. Il se croyait tellement intouchable qu'il ne ressentait même pas le besoin de baisser la voix. Arrêtons-nous là. Figeons cet instant. Pouvez-vous croire ce que vous entendez? Cet homme avoue officiellement un crime au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur. Parce que jusqu'à présent, personne ne lui a jamais dit stop. Il est tellement convaincu que l'argent ouvre toutes les portes et fait taire toutes les consciences. Entre nous, savez-vous quelle est la plus grande erreur de ce genre d'homme? Il pense que tout le monde a un prix. Mais il se trompe. L'honneur ne se négocie pas en bourse. Si vous aussi vous pensez que l'honneur vaut plus que l'argent, laissez un commentaire justice. Dès maintenant. Car dans quelques instants, cette justice va arriver à la gare de Lyon. Un message est apparu rapidement sur l'écran de mon téléphone. Il venait du colonel Reynaud, cible confirmée. Protocole risque pour la sécurité nationale activé. Le quai numéro 3 de la gare de Lyon est entièrement évacué. L'équipe de sécurité ombre est à vos ordres, amiral. Votre code d'autorisation OMGA7. J'ai souri, mais ce n'était pas le sourire chaleureux d'une grand-mère. C'était un sourire aussi froid que le clic métallique que l'on entend lorsqu'on enfonce une balle dans le canon d'un pistolet. Le conducteur s'est arrêté à côté de moi, les mains pleines de tasses de café vides. Son visage était livide. Je suppose qu'il avait entendu certaines des conversations téléphoniques d'Henri et qu'il venait de réaliser à quel point il était impliqué dans un jeu dangereux. Il m'a regardé. Madame, a-t-il dit d'une voix presque inaudible, je peux peut-être vous trouver une place dans un autre wagon. Je ne peux pas vous laisser ici comme ça. Ce n'est pas nécessaire, mon garçon. Dis-je sans le quitter des yeux. Je suis bien ici. La vraie question est, êtes-vous bien là où vous êtes? Il ne comprit pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne. Il baissa simplement la tête et s'éloigna rapidement. Il s'enfuyait, comme un rat fuyant la tempête. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Ce train ne se rendait plus seulement à Marseille. Ce train fonçait à toute vitesse vers l'enfer personnel d'Henri. Le train commença à ralentir. Je regardais par la fenêtre. Les banlieues de Lyon laissaient place à des bâtiments en béton gris, puis aux aiguillages complexes de la gare. Une annonce retentit, chers voyageurs, notre train approche de la gare de Lyon par Dieu. Veuillez ne pas oublier vos effets personnels. Je me suis levé. J'ai secoué cette posture de femme brisée, qui m'habitait. J'ai redressé les épaules. J'ai pris dans mon sac le petit portefeuille en cuir recouvert d'un écusson. À l'intérieur, l'autorité que m'avait conférée la République française pesait autant qu'une arme. Je me dirigeai vers la porte du wagon. Henri était toujours en train de parler à l'intérieur. Oui, oui, dès que je descendrai du train, je prendrai l'hélicoptère. Je ne peux pas me permettre d'être coincé dans les embouteillages. On se voit à Marseille. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Non, Henri, ai-je pensé. Nous ne nous reverrons pas à Marseille. Mais ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps là où tu vas. Lorsque le train est entré sous l'immense toit en forme de dôme de la gare de Lyon, on a entendu le crissement des freins. Je regardais les quais. Le quai numéro 3, qui aurait dû être bondé, était désert. Il n'y avait que 4 hommes en civil, mais dont la posture trahissait leur appartenance sale, reconnaissable à des kilomètres à la ronde. Et puis une femme en tailleur, au regard sévère, qui attendait avec un sac noir à la main. Le procureur. Le terrain de jeu était prêt. Les pions étaient en place. Le roi pensait encore être en sécurité dans son château. Mais le vizir s'apprêtait à faire son coup. J'ouvris la porte et pénétrai à nouveau dans l'air frais et parfumé de lavande du wagon numéro 12. Henri leva la tête. En me voyant, il fit la grimace. Encore toi, dit-il en couvrant le combiné de sa main. Je ne t'avais pas dit d'attendre dans le couloir. Je t'avais dit que c'était une propriété privée. Je pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons avait le parfum de la victoire. Nous allons faire une petite mise à jour concernant les droits de propriété, Henri. Dis-je, ma voix résonnant dans le wagon. À partir de maintenant, ce wagon est le territoire de la République française et j'en suis le commandant. Je n'ai même pas pris la peine de raccrocher. Je voulais que Jacques, à l'autre bout du fil, soit témoin de ce qu'il allait entendre dans quelques instants. Le mot stupéfaction ne suffirait pas à décrire l'expression sur le visage d'Henri. C'était le visage d'un homme dont la perception de la réalité venait d'être bouleversée. La femme silencieuse qu'il venait de traiter comme un insecte et de pousser dans le couloir se tenait maintenant devant lui comme un monument et lui disait qu'elle réquisitionnait le wagon, ce qui était une équation impossible dans son monde stérile et protégé par l'argent.
Il avait toujours le téléphone à l'oreille, mais il ne parlait pas. Sa bouche était légèrement ouverte. Puis, il a réagi comme je m'y attendais, par le déni et la colère. Vous êtes folle, cria-t-il en crachant partout. Quelle république, quel commandant. Vous n'êtes qu'une. Ses yeux se posèrent sur mon tailleur gris, cherchant un adjectif méprisant pour me décrire. Vous n'êtes qu'une vieille femme à la retraite qui a perdu la tête. Sortez, tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Je fis un pas vers lui. Un seul pas. Mais ce pas était aussi lourd que le dernier coup qui met le roi échec et mat sur un échiquier. La police? Dis-je, en conservant cette intonation métallique dans ma voix. Je t'en prie, Henri, ne te donne pas cette peine. Je t'ai apporté le service à domicile. J'ai sorti ma carte d'identité militaire de la poche intérieure de ma veste et l'ai posée sur la table, juste à côté du billet de 50 € froissé. Le blason doré République française ministère des Armées. Sur le revêtement en cuir brillait sous la lumière artificielle du wagon. En dessous, 3 mots étaient inscrits « Amiral Mylène Farmé ». Henri regarda la carte d'identité, puis me regarda, puis regarda à nouveau la carte d'identité. Je vis ses pupilles s'agrandir, leur couleur passer d'un bronze coûteux à un gris mort. « Amiral » murmura-t-il. Sa voix tremblait. Mais c'est impossible. Tu es ici. Je ne suis pas ici pour occuper de la place. Comme tu le penses, Henri. Dis-je en touchant ma carte d'identité posée sur la table. Je suis à la tête de l'institution qui assure la sécurité des marchés publics que tu as financés avec l'argent que tu as détourné vers des paradis fiscaux et que tu as obtenu grâce à la corruption. Et en ce moment, je suis ton pire cauchemar. À ce moment précis, les 2 portes du wagon s'ouvrirent simultanément, avec une force synchronisée. 4 personnes entrèrent. Elles étaient en civil, mais leur posture, leur éducation, la largeur de leurs épaules et l'expression perçante de leurs yeux. C'était l'équipe Ombre, la plus prestigieuse unité de police militaire de France. Derrière elle se trouvait la procureure au regard sévère, Madame Leclerc. Henri tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de le porter. Il s'effondra sur son siège. Que se passe-t-il ? Gémit-il. Je suis Henri de Valois. Je suis immunisé. Mes avocats. Vos avocats ne peuvent pas vous sauver pour l'instant, Henri, dit le procureur Leclerc en brandissant le mandat d'arrêt qu'elle tenait à la main. Sa voix était aussi ferme que le marteau d'un juge dans une salle d'audience. Vous êtes en état d'arrestation en vertu de l'article 412 du Code pénal militaire pour trahison. Mise en danger de secret. Les yeux d'Henri se posèrent sur son téléphone, toujours allumé. Jacques, cria-t-il dans le combiné. Jacques, fais quelque chose. Ils sont fous. Ils m'enlèvent. Je me suis lentement penché. J'ai pris le téléphone, dernier cri des mains tremblantes d'Henri. Il n'a pas résisté. Il ne pouvait pas résister. Il était à bout de force. Je portais le téléphone à mon oreille. Il y avait un profond silence à l'autre bout du fil. Jacques avait tout entendu. Jacques, dis-je calmement, je suis l'amiral Farmé. Nous mettons fin à cette réunion dont parle Henri. Je te conseille de ne pas raccrocher tout de suite, car ton signal GPS est actuellement transmis à la police parisienne. Entends-tu les sirènes devant ta porte? Elles viennent te chercher. De l'autre côté, j'ai entendu un juron, un cri de panique, puis le téléphone s'est éteint. J'ai souri et j'ai posé le téléphone sur la table. C'est à ce moment-là que son arrogance s'est effondrée, que son mur personne ne peut m'atteindre s'est écroulé. Cela n'a pas de prix. Avez-vous vu l'expression sur le visage d'Henri? De la peur pure et simple. Le choc de tomber d'un seul coup du sommet qu'il avait atteint en écrasant les gens pendant des années. Je sais, vous vous dites tant mieux. Peut-être même que vous en voulez plus. Vous avez raison, car la justice, ce n'est pas seulement attraper le coupable, c'est aussi faire en sorte qu'il se sente coupable. Si vous appréciez ce moment, partagez la vidéo avec vos proches. Car voir les bons gagner est un espoir contage. Le capitaine Moreau, commandant de l'équipe, s'est approché de moi et m'a salué d'un coup de talon. Amiral, le wagon a été sécurisé. Nous sommes prêts à transférer le suspect. Vos ordres? Je regardais Henri. Son ego démesuré, son corps imposant, s'était affaissé dans le siège. Il transpirait. Sa chemise en soie collait à son dos. Emmenez-le, capitaine, dis-je. Mais avant, je posai la main d'Henri sur la table. Sur ce billet de 50 € froissé. Prends ça, Henri, dis-je. Tu en auras besoin. Les prix du café peuvent être un peu élevés à la cantine de la prison militaire. Certes, le café n'y est pas aussi bon marché qu'ici, mais tu t'en sortiras. Tim a aidé Henri à se lever de son siège. Son costume coûteux s'est froissé. Dames menottes en acier froid ont été placées sur ses poignets, juste à côté de sa montre Patek Philippe. Je vais être en retard à ma réunion. Marmonna Henri, sous le choc. Je me rassis dans le large fauteuil en cuir, c'est-à-dire à ma place. Je croisai les jambes. Je pris une profonde inspiration. Oui, Henri, dis-je en lui criant après alors qu'il était escorté par les policiers hors du wagon.
Je pense que tu vas être un peu en retard à ta réunion. Environ 15 ans. Henri était emmené par la police et je regardais par la fenêtre du wagon. Les gens qui attendaient sur le quai observaient la scène avec stupéfaction. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Henri n'était qu'un début. Les tentacules de cette pieuvre étaient longues et j'allais les couper une à une. Je repris mon téléphone. J'appelai le colonel Reynaud. Colonel, lui et je dis, la première phase de l'opération est terminée. Maintenant, le vrai plaisir commence. Avez-vous arrêté Jacques? L'équipe est à la porte, amiral, répondit Reynaud. Mais nous avons trouvé autre chose dans la maison. Quelque chose qui devrait vous intéresser. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Dans le coffre-fort d'Henri, répondit Reynaud d'un ton grave. Il y a un dossier qui vous concerne, amiral. Et ce dossier porte la mention liste des personnes à éliminer. Je plissai les yeux. C'était donc personnel. Henri ne m'avait pas croisé par hasard dans ce train. Ce n'était pas un étrange coup du destin. C'était une traque. Mais on ne savait pas encore qui était la proie et qui était le chasseur. Très bien, dis-je d'une voix glaciale. Le jeu va donc se durcir. Je suis prêt, colonel. Envoyez-moi le dossier et organisez un raid sur cet entrepôt portuaire à Marseille. Voyons voir ce que contient ce paquet cadeau. Le train se préparait à repartir. Mais cette fois, le voyage serait beaucoup plus dangereux. Le parfum d'Henri flottait encore dans le wagon, mais sa présence avait disparu. J'étais désormais seul dans le large fauteuil en cuir du wagon numéro 12. Mais je n'étais pas seul. En face de moi, sur la table en acajou qu'Henri comptait utiliser comme bureau, le fichier numérique envoyé par le colonel Reynaud via une ligne sécurisée était ouvert. Le nom du fichier était simple, Projet l'orage. J'ai fait défiler l'écran de la tablette. Au début, je n'ai vu que des documents standards relatifs à des affaires de corruption, des factures gonflées, des virements vers des comptes aux îles Caïmans, des honoraires de conseil versés à certains fonctionnaires des autorités portuaires de Marseille. Mais au fur et à mesure que je tournais les pages, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était une trahison envers la patrie. Henri de Valois n'était pas seulement un riche homme d'affaires. Il était également l'associé secret du consortium qui avait remporté le marché de la maintenance des systèmes de radar militaires dans le sud de la France. Et d'après les documents contenus dans ce dossier, il était payé par un service de renseignement étranger pour laisser des portes dérobées dans les logiciels des radars. Je fermais les yeux. Les secousses du train étaient en phase avec la colère qui m'habitait. Henri avait vendu la sécurité de mes soldats, de ma marine, juste pour ajouter de nouvelles pièces à sa collection de montres de luxe. Parfois, on est surpris de voir à quel point le mal peut être vulgaire. Quel est le prix à payer pour vendre sa patrie? Dames milliards de dollars, dames empires gigantesques. Non. Le chiffre que j'ai vu dans le dossier d'Henri ne représentait même pas le coût d'une aile d'avion de combat. Les gens vendent leur âme à quel prix pour vivre un peu plus luxueusement, pour avoir un peu plus de pouvoir? Si vous pensez que l'honnêteté est le seul rang qui ne s'achète pas, continuez à regarder cette vidéo. Car le compte d'Henri a été clôturé, mais la facture n'a pas encore été réglée. À la fin du dossier, j'ai vu la partie personnelle dont Reynaud avait parlé. Une liste intitulée Éléments obstructifs. En tête de liste figurait ma photo. Mais ce n'était pas une photo officielle publiée dans la presse. Il s'agissait d'une photo prise en secret avec un téléobjectif la semaine dernière, alors que je mangeais une glace avec mon petit-fils dans un parc. En dessous, une note était écrite en lettres rouges, cible, l'amiral Farmé. Situation, impossible à convaincre. Solution, assassinat de réputation ou accident. Ma main se posa instinctivement sur le foulard que je portais autour du cou. Il me surveillait. Et pas seulement moi, mais aussi ma famille. L'attitude grossière d'Henri dans le train n'était pas une coïncidence. Il ne me connaissait peut-être pas, mais inconsciemment, il détestait tout ce que je représentais. Et ses patrons. Il savait très bien qui j'étais. Mon téléphone sonna. C'était Reynaud. Amiral, dit-il d'une voix plus tendue que d'habitude, avez-vous examiné le dossier? Je l'examine, colonel. Ils avaient prévu de m'éliminer sous le couvert d'un accident. Quelle imagination! Il y a pire, monsieur, dit Reynaud. Jacques a parlé pendant l'interrogatoire. La réunion d'Henri à Marseille. Ce n'était pas seulement une vidéoconférence. Il devait y avoir une livraison physique dans le hangar numéro 4 du port de Marseille. Un disque dur contenant le code source des logiciels radar. À qui? Demandai-je d'une voix glaciale. Jacques dit qu'il n'a jamais vu le visage du destinataire. Il ne connaît qu'un nom de code, le fantôme. Le fantôme. J'avais déjà entendu ce nom. Dans les rapports des services secrets, il s'agissait de ce personnage légendaire qui évoluait dans l'ombre, dirigeait le trafic international d'armes et ne laissait aucune trace. Si le fantôme était à Marseille, cela signifiait que l'affaire dépassait largement les compétences d'Henri. Colonel, dis-je en dessinant une carte de guerre dans ma tête. J'arrive à Marseille à 11h45. Je ne veux pas d'équipe pour m'accueillir à la gare. Je sortirai en civil.
Mais monsieur, votre nom figure sur la liste. Vous êtes la cible. Sans protection. Écoutez-moi, colonel. L'interrompis-je. S'il y a un accueil officiel à la gare, le fantôme s'enfuira. Ils ne savent peut-être pas encore qu'Henri a été arrêté. L'information concernant la réquisition du train est confidentielle pour la police locale, n'est-ce pas? Oui, monsieur, nous appliquons une censure de l'information. Très bien. Dans ce cas, je ne descendrai pas à Marseille en tant qu'amiral Farmé. Je descendrai en tant que personne venue reprendre le travail inachevé d'Henri. Avez-vous cloné le téléphone d'Henri? Oui, monsieur, nous l'avons redirigé vers votre appareil. Parfait. Maintenant, trouvez-moi le tailleur italien d'Henri. Quand j'atterrirai à Marseille, je devrais avoir l'air d'un milliardaire, pas d'un professeur à la retraite. Je raccroche. Le train accélère en passant Avignon. Le paysage extérieur passe des champs verdoyants à la géographie aride et rocheuse de la Méditerranée. Tout comme l'histoire elle-même, le terrain se durcit. Je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir du wagon. La femme fatiguée en tailleur gris avait disparu. Dans mes yeux, il y avait cette lueur sauvage que j'avais eue des années auparavant, lorsque je traquais les pirates dans le golfe de Bassora. Henri avait commis une grave erreur en m'inscrivant sur la liste. Car il existe une règle dans l'armée, si vous ne tuez pas l'ennemi. À ce moment-là, un message est arrivé sur le téléphone cloné d'Henri. Le numéro de l'expéditeur était masqué. Le message disait simplement: tu viens avec le colis, n'est-ce pas? Je n'aime pas attendre. Hangar 4, 13 heures. Viens seul. J'ai souri. J'arrive. Ai-je murmuré dans le wagon vide. Mais je ne viendrai pas seul. J'apporterai l'enfer avec moi. Marseille. La fille rebelle de la Méditerranée. La ville battue sans pitié par le soleil, qui sent le sel et les épices, où se cache dans l'ombre l'art et le crime les plus sombres. Le TGV est entré en gare à 11h45 précise. Lorsque je suis descendu du train, l'air chaud et humide qui m'a frappé le visage m'a rappelé une seule chose ici, ce n'était pas Paris. Ici, les règles étaient différentes. Ici, pour survivre, il fallait faire preuve de débrouillardise plutôt que de diplomatie. Je me suis fondu dans la foule. Mon châle gris sur les épaules, mon journal froissé à la main. Personne ne me regardait. Je suis sorti de la gare et me suis frayé un chemin parmi les taxis qui attendaient. Je me suis dirigé vers la Mercedes noire aux vitres teintées qui se trouvait au coin de la rue. Le chauffeur n'a pas ouvert la porte. Il a légèrement entrouvert la vitre. Il fait très chaud aujourd'hui, n'est-ce pas, madame? Dit-il d'un ton énigmatique. Disons plutôt le calme avant la tempête. Ai-je répondu. Les serrures se sont ouvertes. Je me suis glissé sur la banquette arrière. La voiture était fraîche. Et sur le siège, le paquet préparé par le colonel Reynaud, qu'il appelait le tailleur italien, m'attendait. Le chauffeur, le lieutenant K, me regarda dans le rétroviseur. Vous avez 20 minutes avant d'aller au hangar 4, amiral. Les vêtements et l'équipement sont dans la boîte. J'ai ouvert la boîte. Son contenu était mon billet d'entrée dans le monde d'Henri de Valois. J'ai retiré mon tailleur gris et modeste. À la place, j'ai enfilé un ensemble pantalon-veste en pur soie, blanc comme la neige, aux lignes épurées. J'ai jeté mon vieux foulard et l'ai remplacé par un collier d'émeraude d'une valeur inestimable. J'ai détaché mes cheveux, je les ai peignés en arrière et j'ai fait un chignon serré. J'ai mis sur mes lèvres un rouge à lèvres si rouge qu'il inquiéterait mon ennemi même s'il souriait. Et enfin, j'ai mis ces grandes lunettes de soleil noir qui cachaient toutes les émotions humaines de mon visage. Je me suis regardé dans le miroir. L'amiral Farmé avait disparu. La professeure à la retraite avait disparu. Devant moi se tenait une femme d'affaires impitoyable, que l'on aurait pu surnommer la Dame de Fer, du marché inter des armes. Le pouvoir de l'apparence. N'est-ce pas étrange? Les hommes qui m'ont dit pousse-toi, tente. Dans le train il y a 1 heure, boutonneraient leur veste devant moi s'ils me voyaient dans cet état. Malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de lire le contenu d'un livre, ils se contentent de regarder la couverture. C'est pourquoi nous portons des masques. Professionnels. Au travail, parents. À la maison, heureux. Sur les réseaux sociaux. Et vous, quel masque portez-vous le plus souvent? Lequel correspond à votre véritable personnalité? Je vous demande d'être honnête dans vos commentaires. Car en ce moment même, je m'apprête à jouer le plus grand mensonge de ma vie, alors que la voiture approchait du port. J'ai pris le téléphone cloné d'Henri et la mallette métallique noire qui se trouvait à côté. Dans la mallette se trouvait un disque dur censé contenir les codes sources. Bien sûr, le disque était faux. Il contenait un virus cheval de Troie, qui, en quelques secondes, allait planter tous les systèmes sur lesquels il serait connecté et copier toutes les données sur les serveurs des services de renseignement militaire. Le lieutenant K a dit: nous approchons, amiral. L'entrée du port semble sûre, mais nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Notre surveillance par drone est active. Nos tireurs d'élite ont pris position sur les toits des hangars 3 et 5. Mais vous entrerez seul. L'équipe de soutien attendra votre signal. Compris.
répondis-je en vérifiant la sécurité du Glock 26 dans mon sac. Personne ne tirera avant le signal. Je veux Ghost vivant. Je dois savoir qui il est et jusqu'où va cette chaîne. La voiture s'est arrêtée devant l'énorme porte rouillée du hangar 4. Tout était calme. Seul le grincement des tôles métalliques battues par le vent se faisait entendre. Ce n'était pas le visage touristique de Marseille, mais plutôt les bas-fonds de la ville. J'ouvris la porte et sortis. Le bruit sourd de mes talons sur l'asphalte rompit le silence comme un défi. La chaleur m'a frappé le visage, mais je n'ai pas transpiré. L'adrénaline contrôlait ma température corporelle. J'ai levé le téléphone d'Henri et j'ai envoyé un message à ce numéro secret. Je suis à la porte. J'ai apporté le colis. Henri n'a pas pu venir, je suis là à sa place. Et crois-moi, je suis un meilleur partenaire. Quelques secondes plus tard, la petite porte du personnel à côté de la porte du hangar s'est ouverte en grinçant. L'obscurité qui régnait à l'intérieur résistait à la lumière vive du soleil. Je suis entré. Je n'avais pas peur. J'étais juste concentré. Je n'ai pas retiré mes lunettes, parce que mes yeux devaient s'habituer à l'obscurité. Et le monstre à l'intérieur ne devait pas voir le chasseur dans mes yeux. Je n'avais pas retiré mes lunettes, mais je pouvais sentir l'obscurité même à travers leur verre épais. Contrairement au soleil brûlant de Marseille à l'extérieur, le hangar 4 était aussi froid et humide qu'une tombe. L'odeur qui me montait au nez était celle du fer rouillé, de l'huile de moteur et de la pourriture salée de la mer. Mais sous tout cela, il y avait une odeur plus familière, plus dangereuse, celle de la poudre à canon et des cigares coûteux. Mes pas résonnaient sur le sol en béton. À chaque pas, je gardais la tête haute pour ajuster l'angle de la microcaméra de mon collier en émeraude. À l'extérieur, dans le centre de commandement, le lieutenant K et les tireurs d'élite voyaient et entendaient tout ce que je voyais et entendais. Mais à l'intérieur, dans ce vide obscur, il n'y avait que moi et eux. Au milieu du hangar, un seul spot industriel éclairait une zone. Sous ce faisceau lumineux, il y avait une table laquée noire et une silhouette assise derrière. Autour de la table, au moins 6 hommes cachés dans l'ombre, armés de fusils automatiques. C'étaient des professionnels. Cela se voyait à leur posture, à la façon dont ils tenaient leurs armes. Ce n'étaient pas des voyous, mais des mercenaires paramilitaires. Je me suis dirigé vers la lumière. Je me suis arrêté à 3 mètres de la table. La silhouette s'est penchée en avant. Son visage s'est éclairé. Je mentirais si je disais que je n'étais pas surpris. Le visage que j'attendais d'un trafiquant d'armes international surnommé le fantôme était celui d'un homme blessé, dur et grossier. Mais l'homme qui se tenait devant moi était aussi élégant qu'un professeur d'université, avec ses cheveux argentés, ses lunettes à monture fine et son apparence d'une 60aine d'années. Devant lui, il n'y avait pas de dossier, mais un échiquier antique. Les goûts d'Henri ont changé, dit l'homme. Sa voix était douce, presque paternelle. Mais ses yeux étaient morts. À moins qu'Henri ait subi une opération de changement de sexe sans nous en informer. J'ai souri. Ce sourire de dame de fer. Henri n'a pas pu venir, dis-je en posant mon sac sur un coin vide de la table. Il est actuellement engagé dans une longue conversation unilatérale avec la justice française. Disons qu'il a eu un petit accident de la circulation à la gare de Lyon. Le visage de l'homme ne trahit aucune inquiétude. Il haussa simplement légèrement les sourcils. « Et vous » demanda-t-il. « Qui êtes-vous, madame ?» La veuve éplorée d'Henri, ou son ambitieux associé qui reprend son empire. « Je suis celle qui vient accomplir ce qu'Henri n'a pas pu faire, » dis-je en haussant le ton. « Mon nom ne vous concerne pas. La seule chose qui vous concerne, c'est le disque qui se trouve actuellement dans mon sac. Et le fait que je ne suis pas aussi stupide qu'Henri. » L'homme joignit les doigts. « C'est courageux. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives sur votre stupidité. Entrer seul dans mon hangar et me poser des conditions. Est-ce du courage ou une tendance suicidaire? Attendez une seconde. Analysons la situation. J'ai devant moi 6 hommes armés et un psychopathe qui n'hésiterait pas à me tuer. Et je l'insulte. Pourquoi? Parce qu'à la table des négociations, surtout quand on parle à des gens avides de pouvoir, l'odeur de la peur est comme du sang, elle attire les requins. Si j'avais reculé, si ma voix avait tremblé, je serais mort à l'instant. La règle la plus importante dans la vie est la suivante, quelles que soient les cartes que vous avez en main, agissez comme si vous étiez le joueur le plus fort à la table. Le bluff n'est pas seulement réservé au poker, il sert aussi à survivre. Avez-vous déjà dû bluffer dans votre vie? Et cela a-t-il fonctionné? Je serais ravi de lire votre histoire dans les commentaires. Si j'avais eu des tendances suicidaires, je serais venu ici les mains vides. Ai-je dit en ouvrant le sac. J'en ai sorti le disque dur noir qui aurait été trouvé dans le coffre-fort d'Henri, les codes radars, les fichiers sources, et les clés de la porte dérobée du système. Tout est là. Les yeux de l'homme se posèrent sur le disque. Puis il leva légèrement la main droite. Un jeune homme maigre, vêtu d'une capuche et tenant une tablette, sortit de l'ombre. Les doigts du jeune homme tremblaient lorsqu'il prit le disque des mains. Il le connecta à son ordinateur portable.
Dès qu'il brancha le câble, je réglai mentalement le compte à rebours invisible. Il nous fallait 45 secondes pour que le virus s'infiltre dans le système. Henri, dit le fantôme sans me quitter des yeux. Je ne lui faisais pas confiance. Il était trop bruyant, trop ostentatoire. Mais vous avez quelque chose de différent. Vous êtes silencieux, d'un silence dangereux. Dans le monde des affaires, le silence est d'or. Ai-je répondu, les yeux rivés sur l'écran du technicien. Dame Code Vert avait commencé à défiler à l'écran. 10 secondes. Bon, dit le fantôme en renversant un pion sur l'échiquier. Si Henri a été arrêté, pourquoi la police n'est-elle pas là? Pourquoi êtes-vous là? C'était la question la plus difficile. Parce que la police a arrêté Henri pour fraude fiscale. Ai-je répondu, présentant ce mensonge comme une vérité. Ils ne savent rien de ce disque. S'ils le savaient, cet endroit serait encerclé, n'est-ce pas? Je suis une femme d'affaires qui veut monnayer ce disque avant que la police ne le trouve. J'aime les opportunités. 30 secondes. Le technicien a levé la tête. Les fichiers sont cryptés, monsieur. Mais la structure semble correcte. Le cryptage est conforme aux normes militaires. Le fantôme sourit. Bien. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. À ce moment-là, je savais que mes tireurs d'élite postés sur le toit retenaient leur souffle. S'ils sortaient une arme, le hangar se transformerait en bain de sang. Mais au lieu d'une arme, il sortit un étui à cigare. Et le prix? Demanda-t-il en allumant un cigare. Le double du prix convenu avec Henri. Répondis-je. Le fantôme rit. Il souffla la fumée dans mon visage. Le double? Nous avions convenu de 10 millions d'euros avec Henri. Henri était un amateur. Ai-je répondu. Je ne vous donne pas seulement les codes. Je vous vends aussi le silence. 40 secondes. Une anomalie est apparue sur l'écran du technicien. Une fenêtre rouge s'est ouverte. Le jeune homme a froncé les sourcils. Il a commencé à appuyer violemment sur les touches. Monsieur, dit le technicien d'une voix hésitante. Il y a une sous-routine étrange qui fonctionne ici. Le transfert de données est très rapide. Ce n'est pas normal. Le sourire du fantôme se figea instantanément. Il posa son cigare sur la table. Son expression paternelle disparut, laissant place à un regard purement prédateur. Comment ça, pas normal? 45 secondes. Le virus était chargé. La voix du lieutenant K retentit dans mon oreillette, la connexion est établie, amiral. Nous copions toutes les données. Et bingo! L'identité réelle de Ghost a été révélée. Votre homme est un ancien agent du KGB, Viktor Volkov. Le technicien regarda l'écran avec horreur. Monsieur, c'est un cheval de Troie. Ils infiltrent notre système. Ils copient tout notre réseau. Le fantôme, c'est-à-dire Viktor Volkov, n'hésita pas une seconde. Il sortit un énorme pistolet argenté de sous la table et pointa le canon directement sur ma poitrine. Au même moment, les 6 canons dans l'ombre se tournèrent vers moi. Qui êtes-vous? Rugit Volkov. Vous n'êtes pas de la police. Les policiers ne peuvent pas écrire de virus comme ça. Je levai lentement les mains en l'air. Mais pas par peur, pour faire signe. C'est vrai. Ai-je dit, le rouge à lèvres sur mes lèvres se tendant en un sourire dangereux. Je ne suis pas un flic, Victor. Je suis le fantôme de tes cauchemars. Tu es là, hurla Volkov. Mais il était trop tard. J'ai envoyé le signal à l'émetteur de mon collier en émeraude avec ce petit clic spécial que je faisais avec mes dents. Le monde est devenu blanc. Flashbang, c'est-à-dire bombe sonore et lumineuse. Si vous n'y avez jamais été exposé, laissez-moi vous décrire cela. Imaginez que le soleil explose sur votre visage et que, dans le même temps, le plus grand tambour du monde résonne dans vos oreilles. Pour ceux qui ne sont pas préparés, c'est un moment de paralysie totale. On perd l'équilibre, la vue. Le cerveau panique. Mais j'étais préparé. À la milliseconde où j'ai donné le signal, j'ai fermé les yeux, ouvert légèrement la bouche pour protéger mes oreilles de la pression et me suis précipité sous la table. Boum! Le hangar s'est transformé en un enfer blanc. On entendait les cris des hommes de Volkov. Mais je ne vois plus rien. C'est à ce moment-là que la symphonie de l'équipe ombre a commencé. Les cordes suspendues aux fenêtres du toit, le bruit du verre brisé et le rythme caractéristique des fusils à guidage laser avec leur son étouffé pit-pit-pit. J'étais à terre. L'odeur de la poudre et du magnésium dans l'air me brûlait les poumons. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Volkov était un ancien agent du KGB. Il était aussi bien entraîné que moi. La grenade flashbang l'avait peut-être étourdi, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Une silhouette surgit de la fumée. Volkov. Il tirait au hasard avec son pistolet argenté. L'une des balles brisa le pied en bois de la table à côté de moi. Je me suis précipité sur mes pieds. J'avais déjà retiré mes chaussures à talons. Mes pieds nus foulant le béton froid, les cours de combat rapprochés que j'avais suivis des années auparavant me sont revenus en mémoire. Volkov courait vers la sortie arrière. Il titubait, mais courait vite. Je me suis précipité à sa poursuite.
Lorsque je l'ai rattrapé dans la fumée, il a essayé de pointer son arme vers moi. J'ai attrapé son poignet. Ses mains de professeur à la retraite m'ont serré comme un étau. Lâche-moi, a grogné Volkov en lançant un juron en russe. Il a essayé de me frapper au visage avec sa main libre. J'ai légèrement penché la tête sur le côté, et son poing a frappé le vide. Au même moment, je lui ai asséné un coup violent au foie avec mon genou. Il a eu le souffle coupé. Le pistolet argenté lui a glissé des mains et est tombé sur le sol, glissant sur le béton dans un cliquetis métallique. Volkov s'effondra, mais n'abandonna pas. Se tortillant comme un serpent, il tendit la main vers le couteau à sa ceinture. Ça suffit, Victor, ai-je crié, ma voix couvrant le bruit des coups de feu. Je lui ai tordu le poignet et l'ai plaqué au sol, face contre terre. J'ai appuyé mon genou entre ses omoplates, sur sa colonne vertébrale. Cette pression aurait transformé même l'homme le plus fort en une poupée de chiffon. Si tu bouges, lui et je murmurai à l'oreille, je te brise la colonne vertébrale. Et crois-moi, je prendrai plaisir à le faire. À ce moment-là, la fumée commençait à se dissiper. Points laser rouges dansaient à l'intérieur du hangar. Les 6 hommes de Volkov avaient été neutralisés. Certains se tordaient de douleur au sol, d'autres avaient déjà été menottés. Le lieutenant K, en tenue complète et portant un masque à gaz, apparut à mes côtés. La zone est sécurisée, amiral, cria-t-il. La cible est neutralisée. Sans relâcher la pression sur Volkov, je pris les menottes en plastique que me tendait le lieutenant. Je lui attachai les poignets dans le dos. Je les serrai si fort que le plastique lui entailla la peau. Je l'ai soulevé par les cheveux. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage couvert de suie. L'élégant homme d'affaires intellectuel avait disparu, remplacé par un rat acculé dans un coin. « Toi, a-t-il dit, à bout de souffle. Qui es-tu, salope ? » Je me suis approché de son visage. Je me suis approché si près que mon souffle effleurait son visage. Je suis Victor, le pion que tu méprises sur ton échiquier. Ai-je dit. Mais tu oublies une règle, lorsqu'un pion atteint le bout de l'échiquier, il se transforme en reine. Et la reine est la pièce la plus redoutable du jeu. Le lieutenant K et 2 soldats ont relevé Volkov. Les ordinateurs. Ai-je demandé au lieutenant. Toutes les données ont été copiées et transférées vers les serveurs du renseignement militaire, amiral. Répondit le lieutenant. De plus, au sous-sol du hangar. Il y a quelque chose que vous devez voir. Dames armes. Beaucoup d'armes. J'ai hoché la tête. Mettez la zone en quarantaine. Informez la police de Marseille, mais ne leur transférez pas l'autorité. Cette zone est désormais déclarée zone militaire. Volkov se retourna vers moi alors qu'on l'emmenait. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, mais un mélange de peur et de respect. Il avait voulu me tuer, mais maintenant, il n'aurait même pas le temps de regretter de m'avoir laissé en vie. Je me suis penché vers mon sac posé par terre. J'ai sorti un mouchoir et j'ai essuyé la sueur sur mon front et la tache de sang sur ma joue. Puis j'ai remis en place mon collier d'émeraude sur la table cassée. L'adrénaline retombait lentement. Elle laissait place à la fatigue. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Henri était en prison. Volkov avait été arrêté. Mais il restait encore une partie nettoyage à faire. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait. J'ai appelé le colonel Reynaud. Colonel, ai-je dit en réprimant le tremblement de ma voix, le fantôme a été capturé. L'opération Marseille est terminée. Mais notre travail n'est pas fini. Les avocats d'Henri vont essayer de faire intervenir les médias. Donnons-leur une histoire telle qu'ils auront peur non seulement de défendre Henri, mais même de prononcer son nom. À vos ordres, amiral. Quel genre d'histoire ? Je pris une profonde inspiration. Je respirai une dernière fois l'air vicié du hangar. La vérité, répondis-je. Mais notre version de la vérité. Faites savoir à toutes les chaînes comment Henri et Volkov ont mis en danger la vie des soldats français et ont trahi leur patrie. Demain matin, je suis sorti du hangar. Le soleil était sur le point de se coucher. Le ciel de Marseille était teinté de rouge sang et de violet. J'ai pris mes chaussures à talons dans mes mains et j'ai commencé à marcher pieds nus sur l'asphalte. La Mercedes noire m'attendait. Lorsque je me suis assise sur la banquette arrière, j'ai remarqué que mes jambes tremblaient. Ce n'était pas de peur. C'était la réaction de mon corps au signal danger écarté. Mais le danger était-il vraiment passé ? Il y avait un autre nom que le mien sur la liste des personnes à éliminer. d'Henri. Je m'en suis souvenu à ce moment-là. Cette petite note au bas du dossier. Plan de secours si l'amiral ne peut être arrêté, attaquer son point faible. Son petit-fils. Mes yeux s'écarquillèrent. Lieutenant, ai-je crié au conducteur. À l'aéroport, immédiatement. Nous devons retourner à Paris. La guerre était sur le point de s'installer chez moi. L'hélicoptère militaire Super Puma, qui avait décollé de Marseille, filait vers le nord, en direction de Paris, à une vitesse de 280 km/h. Normalement, ce trajet aurait pris plusieurs heures. Mais nous avions dégagé l'espace aérien et repoussé toutes les limites. Dans mon oreillette, j'entendais le directeur de la sécurité de Paris.
Amiral, disait-il d'une voix sifflante, l'école de votre petite fille Sophie, le lycée Condorcet, est actuellement encerclée. Mais quoi, monsieur le directeur? Ai-je crié dans le micro. Ne me dites pas mais. Dites-moi que Sophie est en sécurité. Monsieur, nous avons repéré un véhicule suspect autour de l'école. Une camionnette noire. La plaque d'immatriculation est fausse. Et la cloche de sortie a sonné il y a 5 minutes. 5 minutes. Cela représentait une éternité. Je fermai les yeux. Le visage de Sophie est apparu dans mon esprit. Son sourire innocent de 7 ans, l'espace adorable entre ses dents, sa façon de me dire maman. Ces salauds d'Henri et Volkov avaient choisi mon point faible pour me faire du mal. Pour eux, ce n'était qu'un plan B. Pour moi, c'était l'apocalypse. Il y a des règles dans la guerre. Il y a la Convention de Genève. Les soldats combattent les soldats. Mais ces hommes, pour eux, il n'y a pas de règles. Pour eux, un enfant n'est qu'un moyen de négociation. Je vous pose la question, que feriez-vous si quelqu'un s'en prenait à ce que vous avez de plus précieux, votre enfant ou votre petit-enfant? Appelleriez-vous la police? Ou libéreriez-vous la bête primitive qui sommeille en vous? Si vous répondez oui à la deuxième question, vous me comprendrez très bien. Car en ce moment, je ne suis pas un amiral. Je suis un loup dont la progéniture est en danger. Nous entrons dans l'espace aérien de Paris, dit le pilote. Demande d'autorisation d'atterrissage. Laissez tomber l'autorisation, lieutenant, ai-je répondu. Nous atterrissons directement sur le terrain de football de l'école. J'en prends la responsabilité. Lorsque l'hélicoptère a commencé à descendre, j'ai vu les rues de Paris comme sur une carte. La cour du lycée Condorcet ressemblait à une fourmilière. Les élèves sortaient. Et cette camionnette noire, elle attendait juste en face de la porte de l'école, moteur allumé. J'ai sorti mes jumelles. Il y avait 2 personnes dans le vent. Leurs visages n'étaient pas masqués, mais leurs intentions se lisaient sur leurs visages. Ils regardaient attentivement chaque fille aux cheveux blonds qui sortait de l'école. Et elle était là, Sophie. Elle est sortie avec son sac rose sur le dos et sa boîte à linge à la main. Elle n'était pas accompagnée de sa nounou. Merde. La nounou devait être coincée dans les embouteillages. Sophie a regardé autour d'elle. La porte du vent noir s'est ouverte lentement. L'un d'eux, un ours en peluche à la main, a interpellé Sophie. Un piège classique et écœurant. Combien de temps avant d'atterrir? Demandai-je au pilote. 30 secondes, monsieur. 30 secondes, c'était trop long. J'ai appuyé sur le bouton de la radio. Cette fois, la fréquence était celle de l'équipe de tireurs d'élite que nous avions placée sur le toit de l'école. Oui, vous pouvez dire que je suis paranoïaque, mais pensiez-vous vraiment qu'en tant qu'amiral, je laisserais ma famille sans protection? Œil de l'aigle, tu m'entends? Je vous entends, mamie. Je veux dire amiral. La voix qui répondit était celle du parrain de ma petite fille, Pierre, ancien sergent des forces spéciales. Depuis qu'il avait pris sa retraite, sa seule mission était de surveiller Sophie à distance. Pierre, dis-je en réprimant le tremblement dans ma voix. La camionnette noire. L'homme à la porte. Il s'approche de Sophie. Je donne l'ordre de tirer. Monsieur, c'est la sortie des classes. Il y a beaucoup de monde. Risque de ricochet. Pierre, cet homme va kidnapper l'enfant. Tirez-lui dans la jambe. Maintenant? Le temps s'est ralenti. L'homme a attrapé Sophie par le bras. Sophie a essayé de crier, mais l'autre main de l'homme lui a couvert la bouche. Il essayait de la tirer à l'intérieur du vent. L'homme s'est cassé le genou. Il s'est effondré sur place. Il a lâché Sophie. Sophie est tombée en arrière, son sac s'est renversé par terre. Les parents qui se trouvaient à proximité se mirent à crier et à s'enfuir. À ce moment précis, notre hélicoptère Super Puma a atterri brutalement sur le terrain de football de l'école, soulevant de la poussière et de la terre. Avant même que les hélices ne s'arrêtent, j'ai ouvert la porte et j'ai sauté. Mon élégant tailleur blanc était couvert de poussière, je n'avais plus mes talons hauts, mes cheveux étaient en bataille. Mais je m'en moquais. J'ai couru. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Le chauffeur du vent a accéléré lorsqu'il a vu que son ami avait été touché et qu'un hélicoptère militaire avait atterri derrière lui. Il a essayé de s'enfuir en laissant son ami blessé sur place. Mais il ne pouvait pas s'enfuir, car le mitrailleur de l'hélicoptère l'avait déjà pris pour cible. Arrêtez. Ai-je ordonné au pilote par radio. Laissez-le partir. Nous le suivrons. Il nous mènera à son patron. C'est ce salaud blessé qui nous intéresse. Je rejoignis Sophie. Elle était assise par terre, en état de choc, et pleurait. Je m'agenouillai et la pris dans mes bras. Son petit corps tremblait. Maman. Pleura-t-elle en s'accrochant à mon cou. Maman, les méchants. Chut. Lui ai-je dit en lui caressant les cheveux. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Maman est là. Personne ne peut te faire de mal. Personne. J'ai relevé la tête. Pierre me faisait signe depuis le toit. Les agents de sécurité de l'école et les policiers en civil qui étaient arrivés sur place avaient déjà maîtrisé l'homme blessé.
Je me suis approchée de lui, juste après avoir confié Sophie à sa nounou. L'homme allongé sur le sol gémissait de douleur. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent. Une femme en costume blanc pieds nus, avec une haine pure dans les yeux. Qui vous a envoyé? Ai-je demandé. Ma voix était un murmure, mais ce murmure était plus effrayant qu'un cri. Je ne sais pas, a-t-il répondu en gémissant. Nous avons juste reçu un message. Via l'application. Anonyme. Je me suis penchée. J'ai attrapé l'homme par le col. Mauvaise réponse. Ai-je dit. Tu vas trouver qui a envoyé ce message. Sinon, je t'enferme dans la salle la plus sombre de l'hôpital militaire avec ton genou brisé et je jette la clé dans la Seine. L'homme sortit son téléphone de sa poche en tremblant. Tiens, a-t-il dit. Tiens, tout est là. J'ai pris le téléphone. Et à ce moment-là, mon propre téléphone a sonné. Le numéro était familier. Très familier. C'était le numéro de l'avocat d'Henri en prison. Je répondis. Amiral Farmé. Dit la voix de l'avocat, qui avait perdu son arrogance. Mon client, Henri de Valois, souhaite conclure un accord. J'ai souri. J'ai regardé Sophie. Puis j'ai regardé dans la direction où la camionnette s'était enfuie. Pas d'accord. Ai-je répondu. Dites à Henri de commencer à prier. Parce qu'il a osé s'en prendre à ma famille. Ce n'est plus une affaire d'État. C'est une vendetta. Je raccrochai le téléphone. Le soleil se couchait sur Paris, mais pour moi, la journée ne faisait que commencer. Henri et les forces qui le soutenaient avaient joué leur dernière carte. Et ils avaient perdu. C'était maintenant mon tour. J'étais prêt pour le coup final. Et ce coup ne serait pas joué dans une salle d'audience, mais lors d'une émission en direct qui détruirait toute leur réputation. J'étais dans le studio principal de TF1. Il était 20 heures, l'heure de grande écoute en France. En face de moi était assis Gilles Boulot, le journaliste réputé pour poser les questions les plus difficiles du pays. Il semblait tendu. Quant à moi, je n'avais jamais été aussi détendu de ma vie. Je ne portais pas mon costume blanc poussiéreux de Marseille. À la place, j'avais revêtu mon uniforme d'amiral. Dames étoiles sur les épaules, des médailles sur la poitrine. Ce n'était pas pour faire de l'esbrouf. C'était un message. Je ne suis pas seulement une grand-mère, je suis l'État. En me regardant dans le miroir de la loge, je me suis souvenu du regard effrayé de Sophie à la sortie de l'école. Ce regard était mon carburant. Henri et ses associés pensaient pouvoir s'en tirer en concluant un accord en silence. Mais ils se trompaient. Les crimes commis dans l'ombre ne pouvaient être élucidés que sous les projecteurs. 10 secondes avant le direct, amiral. Dit le chef de studio. Gilles Boulot s'éclaircit la gorge. Vous êtes prêts? La vraie question est la suivante, Gilles. Bonsoir à tous. Nous avons un invité très spécial ce soir, au cœur des événements dignes d'un film hollywoodien qui se sont déroulés ces dernières 24 heures entre Paris et Marseille, l'amiral Mylène Farmer. Madame l'amiral, l'arrestation d'un homme d'affaires aussi respecté qu'Henri de Valois a fait grand bruit. Ses avocats affirment qu'il s'agit d'un malentendu et d'un abus de pouvoir. Qu'en dites-vous? Je regardais la caméra, sachant qu'Henri me regardait en ce moment même depuis le petit téléviseur de sa cellule. Le respect, ai-je dit, en insistant sur le mot, ne s'achète pas, Gilles. Les avocats d'Henri de Valois parlent de malentendus. Eh bien, si vous me le permettez, laissons notre public décider lui-même de ce qui a été mal compris. J'ai sorti de ma poche mon propre téléphone, et non celui d'Henri que j'avais confisqué à la gare de Lyon. J'ai connecté l'enregistrement que j'avais fait dans le train au système du studio. Réalisation, veuillez lancer l'enregistrement. Dans le studio et sur des millions de téléviseurs, la voix arrogante d'Henri résonnait. Dites à notre ami au ministère de modifier les spécifications techniques si nécessaire. A-t-il reçu le cadeau que je lui ai envoyé? Ah, bien. Le studio était glacial. Les yeux de Gilles s'écarquillèrent. C'est, balbutia Gilles, c'est un aveu de corruption? Ce n'est que le début, ai-je dit. Henri de Valois n'a pas seulement versé des pots de vin, il a approuvé des systèmes radars défectueux qui mettaient en danger la vie des soldats français uniquement pour se remplir les poches de quelques millions supplémentaires. Ce n'est pas de la corruption, Gilles, c'est de la trahison. Puis j'ai demandé à ce qu'un document soit projeté à l'écran. La liste des personnes à éliminer trouvées dans le coffre-fort d'Henri, et la terrible note au bas de la liste, plan de secours, son petit-fils. Regardez, ai-je dit, en serrant le poing pour que ma voix ne tremble pas. Vous voyez ça? La cible de cette liste, c'est mon petit-fils de 7 ans. Aujourd'hui, en plein cœur de Paris, à la sortie de l'école, ils ont essayé de l'enlever. Pourquoi? Parce que j'ai mis des bâtons dans les roues de leur sale machine.
Je voudrais que vous preniez un instant pour réfléchir. Vous allumez la télévision et vous voyez une femme en uniforme qui explique, document à l'appui, qu'un des hommes les plus riches du pays a tenté d'enlever son petit-fils. Que ressentez-vous à ce moment-là? De la colère, du choc, ou plutôt le sentiment que quelqu'un a enfin remis ces gens à leur place? Si vous pensez vous aussi que le pouvoir ne doit pas servir de bouclier à l'innocence, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que ceux comme Henri ne trouvent plus d'ombre où se cacher. Les lignes téléphoniques ont été saturées pendant la diffusion en direct. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Les hashtags Amiral Farmer et Adalet Itchin, Justice pour, ont fait le tour du monde. Les actions de la société d'Henri avaient perdu 40% de leur valeur avant même que je n'ai fini mon discours. Gilles regardait sa tablette avec stupéfaction. Amiral, d'après les informations que nous venons de recevoir, la police financière a fait une descente au siège de la société d'Henri. Et la population commence à se rassembler devant le palais de justice. J'ai souri. La justice populaire est plus rapide que les tribunaux, Gilles. D'accord, dit Gilles. Que va-t-il se passer maintenant? Henri de Valois est un homme puissant, il a des relations. Il avait, le corrigeai-je, il n'a plus, parce que le pouvoir fonctionne dans l'ombre. J'ai allumé la lumière. Tous ses contacts, ses amis, vont maintenant faire comme s'ils ne connaissaient pas Henri. Ils vont le laisser seul. Et Henri, dans sa cellule glaciale, va se rendre compte que ces milliards d'euros ne lui permettront même pas d'acheter une couverture. Nous étions arrivés à la fin de l'émission. Gilles conclut en me regardant avec admiration et un peu d'effroi. Merci, amiral. La France a beaucoup appris ce soir. Lorsque les lumières s'éteignirent, je pris une profonde inspiration. C'était comme si un poids énorme venait de m'être été enlevé des épaules. Henri était fini, Volkov était fini, et surtout, Sophie était en sécurité. En sortant du studio, mon téléphone a sonné. C'était le colonel Reynaud. « Amiral, dit-il en ton joyeux, vous devez entendre ça. L'avocat d'Henri vient de démissionner, et le ministre de l'Intérieur veut vous appeler. Je pense qu'ils vont vous décerner une nouvelle médaille. » « Je ne veux pas de médaille, colonel, ai-je dit, en marchant dans les couloirs du studio. Ma récompense, ce sera de pouvoir serrer mon petit-fils dans mes bras ce soir et lui dire qu'il n'a rien à craindre. » Quand je suis sortie du bâtiment, il y avait une foule dehors. Pas des journalistes, mais des gens. Quand ils m'ont vu, ils ont applaudi. « Bravo !» a-t-il crié. Je suis montée dans la voiture. Le lieutenant K m'a regardé dans le rétroviseur. « À la maison, monsieur ?»« Oui, lieutenant, ai-je répondu, en appuyant ma tête contre le siège. Mais les lumières de Paris défilèrent à côté de moi, et je fermai les yeux. La guerre était finie, mais le goût de la victoire était plus doux que je ne l'avais imaginé. Car cette fois, je n'avais pas gagné en tant que soldat, mais en tant que grand-mère. Le temps, quel concept étrange. Il y a 6 mois, à cause d'un homme qui m'avait ordonné de quitter ma place dans un wagon de train, ma vie s'était transformée en film d'action. Aujourd'hui, je suis assise sur la terrasse de cette petite maison en pierre à Cassis et je contemple l'immensité bleue de la Méditerranée. J'ai mon café à la main. Et non, cette fois-ci, personne ne me dit où je dois le boire. Un cri joyeux s'élève du jardin. Sophie joue avec son nouveau chien, Radar. Entendre son rire insouciant vaut plus que toutes les médailles que j'ai reçues et tous les grades que j'ai obtenus. Le journal du jour est posé sur ma table, Le Figaro. À la page 3, une petite colonne contient une information. Henri de Valois, qui faisait autrefois la une des journaux, n'est plus qu'une information en page 3. Je lis le titre. L'ancien homme d'affaires Henri de Valois condamné à 18 ans de prison. Tous ses biens ont été confisqués. Je souris, mais cette fois ce n'est pas un sourire glacial, c'est un sourire serein. Henri a troqué sa vie luxueuse qu'il aimait tant contre une cellule de 9 mètres carrés à la prison de Fresnes. Ses avocats l'ont abandonné, sa femme a demandé le divorce et ses amis en qui il avait tant confiance ne se souviennent même plus de son nom. Nous avions dit que l'orgueil est la chute la plus grande, n'est-ce pas? Henri s'est écrasé au sol et personne ne lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Et le fantôme, Victor Volkov, il a été jugé non pas par la justice française, mais par un tribunal militaire. Je ne peux pas dire où il se trouve actuellement, mais je peux dire ceci. Il est dans un endroit où il ne verra plus jamais le soleil, où les murs sont très épais et où le silence est très pesant. L'échiquier est fermé. La partie est terminée. Vous vous souvenez de cette femme fatiguée et à la retraite dans le train, au début de cette histoire? La plupart des gens voyaient en elle une personne faible. Henri, lui, voyait en elle un insecte qu'il pouvait écraser, mais il se trompait, et cette erreur a causé leur perte.
La vie est pleine de gens qui nous disent sans cesse de rester à notre place, des patrons qui vous méprisent, des gens qui essaient de vous faire taire, des gens qui abusent de leur pouvoir. Ils seront toujours là. Mais il y a une seule leçon que je voudrais que vous tiriez de cette histoire. Le silence n'est pas toujours synonyme d'acceptation. Parfois, le silence est la préparation qui précède la tempête. La gentillesse n'est pas une faiblesse. Parfois, la gentillesse est la forme la plus contrôlée de la puissance. Je suis Mylène Farmer, une grand-mère, une guerrière et, si nécessaire, une femme capable de mettre le feu au monde pour ceux qu'elle aime. Je suis à la retraite. Enfin, vraiment à la retraite. Du moins, c'est ce qui est officiellement connu. Mon téléphone vibre. Ce téléphone noir à code sur la table. Aucun nom n'apparaît à l'écran. Juste un code, rouge. Je regarde Sophie. Elle joue toujours avec son chien, en sécurité. Je finis mon café. Je prends le téléphone. « Allô ?» dis-je. La sonorité métallique de ma voix est toujours là, malgré 6 mois de repos. La voix à l'autre bout du fil dit « Amiral, il y a une nouvelle situation, une situation que vous seul pouvez résoudre. » Je regarde la mer. Le soleil se couche. « Je vous écoute, » dis-je. Car une fois que vous êtes devenu l'ombre, vous ne pouvez plus jamais revenir complètement à la lumière. Et le monde est toujours rempli de méchants. Quelqu'un doit leur montrer qui est le boss, n'est-ce pas? Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce voyage. Vous avez ri avec moi quand nous avons remis Henri à sa place. Vous avez eu peur avec moi quand Sophie était en danger. Nous sommes devenus une famille. Si cette histoire vous a donné envie de ne jamais abandonner, si elle vous a rappelé la force qui est en vous, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne pas me laisser seule dans ma prochaine mission. N'oubliez pas, la meilleure réponse que vous pouvez donner à ceux qui vous méprisent, c'est d'être le héros de votre propre histoire. À bientôt pour la prochaine.